Alors pourquoi est-ce que nous avons une croissance de la demande en énergie? Je parle au plan mondial, je vous ai bien dit que mon contexte aujourd'hui, c'est le contexte international. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, il y a deux causes, et deux causes qui se multiplient, si je peux dire, hein, deux facteurs. Le premier, il ne va pas vous étonner, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un scoop, c'est que la population mondiale croît. La population mondiale croît, et voilà c'est un schéma qui est tiré des documents des Nations Unies, donc a priori très fiable. Hein, Donc vous voyez, alors c'est un peu petit, on aurait pu espérer avoir un tout petit peu plus grand, mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez, en noir, c'est l'évaluation à l'époque. Après, en bleu, c'est vraiment lorsqu'on a commencé à bien faire des mesures. Mais ce qui est important, c'est... On voit que ça croît vite, hein, que ça augmente vite. Donc là, la barre que vous voyez, c'est 2000-2001. Et puis voilà les projections qui sont faites, qui étaient faites en 2010 par les Nations Unies, qui voyaient donc nous, le point où nous sommes actuellement, on est au-delà, un tout petit peu au-dessus de 7 milliards d'individus, 7 milliards 100, hein, 100 millions. On envisage dans le scénario médian 8,3 en 2030, alors que les deux scénarios, après on envisage 9 milliards en 2050, avec des fourchettes qui vont entre 10,5 et 7,5. C'était ce qu'on disait en 2010. Hein, vous voyez quand même que la démographie, on a l'impression que c'est une science effectivement assez prévisible. Il y a quand même là des scénarios différents, tout simplement parce qu'on ne connaît pas l'impact de certaines maladies ou autres. Hein. Il y avait des scénarios sur l'Afrique qui étaient à une époque absolument catastrophiques, qui le sont beaucoup moins maintenant. On vous signale qu'en 2050, 70% de la population habitera dans des mégapoles. Les mégapoles qui seront en plus, malheureusement, situées dans des zones en bordure de mer, donc susceptibles, beaucoup plus sensibles au changement climatique. Alors, un point important, c'est 2100. Et 2100, vous voyez la projection qui était faite en 2010 pour 2100, on avait l'impression, on avait imaginé qu'après une légère croissance, la projection moyenne nous ramenait aux environs de 9 milliards. Or, en 2013, c'est-à-dire c'est sorti très récemment, eh bien, ces choses-là ont changé. Ces choses-là ont changé. Alors, bon, les couleurs sont à peu près ce qu'on voulait, mais vous voyez qu'en 2013, on voit maintenant j'ai mis 10,5 parce que c'est une faute de frappe, c'est 10,85, pratiquement 11. Le scénario médian des Nations Unies maintenant, pour 2013, totalement modifié et nous fait passer au lieu de 9 milliards à 11 milliards d'individus. Donc vous voyez que là, on est avec une croissance très importante au niveau de l'Afrique, c'est ce qu'on ne voit pas très bien ici, mais un pays comme le Nigeria augmente beaucoup, la Chine diminue, donc voilà, c'est quand même des choses pour vous montrer un peu que les prévisions, c'est très bien, comme dit l'humoriste habituellement, prévoir c'est difficile, mais surtout quand il s'agit de prévoir l'avenir, alors là c'est très difficile. Hein. Ben, c'est ça, même en démographie, alors que les démographes jusqu'à présent vous disaient ben, c'est facile, on connaît la population, on connaît le taux de fertilité, et puis on y va et ça avance. Donc la population mondiale augmente. Mais en plus, pour avoir la consommation en énergie, il faut multiplier la population par la demande par tête de pipe, si je peux dire. C'est ce qu'on appelle per capita, hein, la demande par tête. Et là, on s'aperçoit évidemment qu'il y a une croissance inévitable de la demande en énergie par habitant de la planète. Si vous êtes à la tête d'un pays, vous avez des besoins de sécurité, de durabilité, de flexibilité même de votre approvisionnement en énergie. Et tout ça, bien entendu, il faudra s'appuyer sur plusieurs sources. Vous avez aussi d'ailleurs une question d'indépendance. L'indépendance énergétique a été très souvent, à une époque, beaucoup vantée en France. C'était un des arguments du programme nucléaire. Hein. Et vous avez aussi, il faut y penser, l'indépendance technologique. On l'oublie un peu, mais et ceci de deux façons différentes. D'une part, indépendance technologique, ne pas être dépendant d'une technologie dont vous n'êtes pas possesseur, vous n'êtes pas maître, mais aussi ne pas être dépendant d'une seule technologie, parce que si elle tombe en panne, et là je sais à quoi je pense, eh bien si vous avez tous vos œufs sur cette technologie-là, vous serez mal à l'aise. Hein. Donc on a quand même connu ça en France, même si ça n'a pas été trop médiatisé, publié, on est quand même passé au moins une fois à côté de ce genre de problème.
Donc pour toutes ces raisons, il est important d'avoir un panier, hein, comme quand vous allez sur Internet, que vous ayez un panier avec plusieurs sources d'énergie. Alors il y a une autre raison, en fait, et ce panier, il peut être national ou international. Clairement, pour la France, le panier, il est international. Vous voyez nos échanges, c'est un texte qui est du Fraunhofer Institut, hein, c'est un institut allemand. La première ligne, c'est les échanges d'énergie, d'électricité entre la France et l'Allemagne. Lorsque c'est vers le haut, c'est la France qui envoie à l'Allemagne. Lorsque c'est vers le bas, et ce n'est pas très souvent, c'est la France qui reçoit de l'Allemagne. Donc vous comprenez bien que quand on envoie de l'énergie électrique à l'Allemagne, on envoie de l'énergie électrique qui est produite nucléaire. Donc, mais nous sommes dans un mix international. Le dernier point qui va en faveur du mix énergétique, c'est la demande spécifique de certaines industries. Par exemple, le transport. Le transport est à 94% dépendant des énergies fossiles. 94%. Donc ça, on est bien obligé d'avoir en énergie primaire une part d'énergie fossile qui est en fait du pétrole. Et dans la projection en 2030, on imagine une diminution à 88%, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire non plus brutalement dans un autre sens. Une projection du mix énergétique mondial pour 2030, au-delà, c'est absurde. Vous voyez qu'on voit les énergies fossiles converger à peu près vers 26%, en gros, 26-28%. Vous voyez une forte montée des renouvelables, hein, qui sont en bas. Le nucléaire et l'hydro restent à peu près à la même chose. Et je vous rappelle que pendant tout ce temps-là, on augmentera de 36%, hein, globalement, hein, pour toutes les énergies. Il ne faut pas oublier ça. Et voilà donc le mix pour l'énergie électrique. Elle va augmenter de 61% entre 2010 et 2030. Et les proportions, c'est ça qu'il faut regarder, les proportions, notamment de l'énergie électrique produite par les combustibles fossiles, vont être légèrement diminuées, mais pas autant qu'on peut l'imaginer dans les rêves, comme on dit. Alors, un point important, c'est que dans les sources d'énergie, dans l'énergie mixte, il ne faut pas oublier qu'il y a une source qui est de ne pas consommer. Hein. L'expression négawatt est intéressante. Signe moins, c'est bien, c'est comme c'est. Et donc, c'est l'énergie, c'est l'efficacité énergétique, aussi bien du côté de la production que du côté de la consommation. Alors, par exemple, quand on utilise du gaz pour produire de l'électricité, eh bien, si on utilise ce qu'on appelle des turbines à cycle combiné, on arrive, croyez-le, parce que moi, il a fallu qu'on me mette le nez dessus pour que je le croie, on arrive à des efficacités, à des rendements de 55 à 60%. Je vous rappelle qu'une centrale nucléaire, c'est à 30%, hein, le rendement, entre l'énergie qui sert à chauffer, si je peux dire, hein, et l'énergie électrique. Il faut savoir que notre production d'énergie, comme toutes celles des pays développés, sont dépendantes de l'eau, et notamment donc, de l'impact éventuel du changement climatique. On l'a su au cours de, non pas cet été, mais un été précédent qui avait été chaud. Rappelez-vous, les centrales nucléaires françaises avaient été modérées, notamment celles sur la Loire, parce qu'il y avait des impératifs sur les rejets, sur la température de l'eau rejetée, donc température et volume en conséquence. Et il faut de l'énergie pour produire de l'eau. Ça ne paraît pas évident, mais c'est pourtant vrai. En France, 5 TWh par an par habitant. Enfin, 5 TWh par an pour la France, et donc 80 kWh par an par habitant. C'est énorme. Hein. Et quand il vous faut de l'eau, quand il faut l'amener, pour la transporter, il faut des kilowattheures, et pour la dessaler, il faut des kilowattheures. Donc soyez vraiment avertis, vigilants sur ce point. Nous arrivons à la conclusion. Je voudrais conclure par cette phrase qui n'est pas de moi, qui était d'un conseiller du président Roosevelt, en fait, qui dit que la recherche scientifique de base est le capital scientifique, le capital au sens du capital qui produit des intérêts. Hein, il faut bien le comprendre comme ça. Et puis j'aime bien cette phrase qui, je trouve, pour vous, est essentielle, c'est que l'impossible d'hier apparaît comme l'inévitable de demain. Et je voudrais vous recommander 3 ouvrages. Un ouvrage de Richard Lester, qui est professeur au MIT,
un ouvrage en français qui est paru au CNRS, L'énergie à découvert, qui est paru cette année, et un autre ouvrage, une revue du CEA, sur les énergies bas carbone. Et avec tout ça, je vous remercie pour votre attention.